Ma belle-sœur a dit à toute la famille que je n'avais rejoint la marine que parce que je n'avais pas pu entrer à l'université. Quand je suis arrivé à la réunion de famille, en uniforme de cérémonie bleue, son mari s'est levé. Et il a fait le salut militaire. La chaise de jardin a touché l'herbe. Avant même que la main de Colin n'ait fini de se placer sur son front. Et pendant 3 longues secondes, personne à la réunion de ma mère n'a respiré, moi y compris. Je me tenais au bord du patio, dans mon uniforme bleu. Qui sentait encore le hangar que j'avais quitté, 11 heures plus tôt. Tenant une assiette en carton de salade de pommes de terre, à laquelle je n'avais pas touché. Et mon petit frère, qui possédait 4 chemises en flanelle. Et gagnait sa vie en vendant des systèmes d'irrigation et était debout, les talons joints. Et la colonne vertébrale si droite que cela semblait douloureux, en train de me saluer. Devant 60 membres de la famille, et une table pliante couverte d'œufs farcis. La bouche de Margot était encore ouverte, sur la fin d'une phrase. Elle était au beau milieu d'une histoire. J'étais arrivé sur la toute fin de « Elle ne s'est engagée que parce qu'elle n'a été acceptée nulle part de convenable, et maintenant. Elle dévisageait son mari comme si elle ne l'avait jamais rencontré, car dans le seul domaine qui comptait vraiment, ce n'était pas le cas. Je ne savais pas encore que dans environ 4 minutes. Le mariage de ma belle-sœur allait voler en éclats, devant toute la famille. En même temps que l'histoire qu'elle avait mis 6 ans à inventer sur moi. Je savais seulement que mon frère, qui tressaillait chaque fois que quelqu'un prononçait le mot « marine » dans sa propre cuisine, venait de révéler la vérité à 60 personnes, avec son propre corps. Avant même que l'un de nous ne prononce un mot. J'allais très vite en découvrir la raison, mais pour comprendre comment un homme saluant sa propre sœur a pu faire exploser une famille. Il faut revenir sur ce qu'aucun de nous n'avait dit à voix haute. Pendant les 6 années précédant cet événement. 11 heures plus tôt, je me trouvais dans un tout autre type de formation. Dans un hangar de la base navale de Norfolk, prenant le commandement de l'USS Bardstown. Succédant à un capitaine qui avait pleuré pendant son discours. En prétendant que c'était une allergie. La contre-amirale Helena Castor, 31 ans de service dans la marine. Et célèbre dans toute la flotte pour terminer chaque discours de passation de commandement. En moins de 4 minutes, allume mes ordres à voix haute, et j'ai prononcé les mots qui officialisaient la chose. Ensuite, j'avais 6 heures pour rejoindre l'Ohio. Avant que la réunion de ma mère ne commence sans moi, pour la première fois en 9 ans. À ce moment-là, j'étais dans la marine depuis 15 ans, sorti de l'école navale d'Annapolis. 2 affectations en tant que chef de service, une bourse au Naval War College. Pour laquelle je m'étais battu pendant 2 ans, et maintenant, mon propre commandement. Un destroyer, 180 marins, et mon nom peint au pochoir, sous l'aileron de la passerelle. En lettres que je n'avais pas encore l'habitude de voir. Rien de tout cela n'avait jamais été mentionné, dans une seule conversation. Lors d'une réunion de la famille Voss, car, vers la 3e année de son mariage avec mon frère. Ma belle-sœur, Margot, avait décidé que l'histoire officielle de la famille, à mon sujet, serait que j'avais rejoint l'armée parce que rien d'autre n'avait marché. Et cette histoire s'était calcifiée. Bien plus vite que je n'aurais pu placer un mot pour la contredire. Ma mère, Corinne, dirigeait toujours ces réunions. Comme s'il s'agissait de ses propres petites opérations militaires. Tous les 3 ans, la même propriété au bord du lac, que mon grand-père lui avait laissée. Les mêmes tables pliantes sorties de la même remise, et le même programme d'événements. Écrit sur un bloc-notes jaune. Qu'elle ne laissait personne voir avant le jour J. Mon père aurait adoré celle-ci. Walter Voss avait été maître principal, pendant 26 ans, avant de prendre sa retraite, et lors des 4 réunions précédant sa mort, il s'était tenu près de cette même remise. Avec une spatule, racontant les mêmes histoires de marins. À tout enfant de moins de 12 ans qui voulait bien l'écouter sagement. Il nous avait quittés depuis 4 ans maintenant. Et les réunions n'avaient plus jamais été les mêmes depuis. Bien que personne ne le dise à voix haute. Mon frère vendait des systèmes d'irrigation dans 3 comtés, et il avait épousé Margot. Il y a 9 ans, lors d'un mariage comprenant un dîner assis pour 200 personnes.
dont la plupart n'avaient jamais été croisés par aucun d'entre nous, ni avant, ni depuis. Colin était d'un naturel bon et calme, et il tressaillait à chaque fois, sans exception, que quelqu'un mentionnait mon travail lors d'un dîner de famille. Il n'était pas exactement gêné pour moi. Plutôt comme un homme qui contourne prudemment un trou dans le sol, que lui seul peut voir. Je l'avais remarqué pendant des années, et je l'avais mis de côté. Comme on met de côté beaucoup de choses sur les gens qu'on aime. Parce qu'y regarder de plus près semblait causer plus de problèmes que cela n'en valait la peine. En grandissant, Colin avait été celui qui me suivait dans la partie profonde du lac. Avant même de savoir vraiment nager, celui qui gardait un tiroir rempli de talons de billets, d'échantillons de roches, et d'autres choses trop petites pour avoir de l'importance pour quiconque. Sauf pour lui. Il avait 3 ans de moins que moi. Et il avait passé la majeure partie de son enfance un demi-pas derrière moi. Ce qui explique peut-être, pourquoi il ne m'était jamais venu à l'esprit. Au cours de ces 9 années passées à le regarder construire sa vie, à 2 états de là. Qu'il avait pu passer une partie de sa vingtaine à poursuivre le même horizon que moi. Ce n'était pas un homme que l'on regardait en pensant « marine ». Et c'était, comme j'allais finir par le comprendre, très exactement le but. Tous les autres, à la Réunion, comblaient les vides, comme le font souvent les familles. Mon oncle Desmond, qui travaillait dans les assurances. Et avait un avis sur la carrière de tout le monde. Aimait dire que les enfants Voss avaient coupé la poire en deux, Colin avait le métier pratique. Moi, j'avais l'uniforme, et, à nous deux, nous avions couvert tous les domaines qui importaient à leur génération. Personne, dans cette conversation, ne semblait jamais remarquer qu'ils avaient tranquillement décidé lequel de nous s'était casé, et lequel ne l'avait pas fait. Et que l'histoire avait été décidée pour nous, au lieu d'être écrite par nous. J'avais confiance en cette réunion, pour qu'elle se déroule comme elle se déroulait toujours. J'y ai cru, jusqu'au moment où j'ai entendu mon propre nom, dans la bouche de Margot. Alors que je contournais le coin de la maison. La première fois que j'ai entendu la fameuse phrase « pas une rumeur à ce sujet ». Mais la phrase elle-même, je me trouvais dans la cuisine de ma mère, à Pâques, il y a 3 ans. Tenant une passoire pleine de haricots verts que l'on m'avait demandé de rincer. Pendant qu'un jambon, que ma mère avait commencé à cuire à 6 heures du matin, remplissait toute la maison d'une odeur de clous de girofle. Dans la pièce voisine, Margot racontait à ma cousine Petra, que je m'étais engagé en gros. Parce que c'était le seul endroit qui voulait bien de moi, et Petra a ri. Du rire facile de celle qui n'a aucune raison de douter, de ce qu'on vient de lui dire. Je suis resté là, l'eau coulant sur les haricots que j'avais cessé de rincer, et je me suis dit que ça ne valait pas la peine de se battre. J'étais dans un avion, 11 heures plus tôt, de retour d'un cycle de préparation qui avait dévoré 6 semaines de ma vie, et je n'avais pas l'énergie de corriger une histoire à la table de Pâques de ma mère. Je me suis dit que Margot oublierait ce qu'elle avait dit. Je me suis dit que personne ne s'en souviendrait, d'ici l'été. Au moment du 4 juillet, ma tante Solveig m'a répété cette même phrase, comme un fait établi. Comme si elle m'offrait la courtoisie de le confirmer à voix haute. Ta mère nous a dit que l'école navale était en quelque sorte un plan de secours pour toi. C'est bien ça? Et mon estomac s'est noué, de la même façon que dans un avion. Lorsque le pont se dérobe sous un atterrissage, que vous pensiez être en douceur. Je l'ai reprise doucement, de la manière dont on corrige quelqu'un que l'on aime. Je lui ai dit que j'avais eu d'autres offres. Je lui ai dit qu'Annapolis ne fonctionnait pas comme ça. Elle a souri, et a dit, eh bien, de toute façon, tu as trouvé ta place. Puis elle est passée à autre chose, pour me poser des questions sur le vieux barbecue de mon père. Et j'ai compris que ma correction n'avait eu absolument aucun effet. L'histoire n'était plus une information. Elle faisait partie du décor. Personne ne remet en question le décor. 2 ans plus tard, 3 semaines avant cette fameuse réunion, l'histoire a attaqué sous un angle différent. Margot m'a envoyé un texto, elle n'a pas appelé, elle a envoyé un texto, à 23 heures. Pendant que je révisais un rapport de maintenance dans ma cabine pour me dire qu'elle voulait juste prendre de mes nouvelles. Que les réunions de famille pouvaient être éprouvantes, et que personne ne m'en voudrait. Si j'avais besoin de faire l'impasse sur celle-ci.
Étant donné à quel point mon emploi du temps semblait toujours intense. Cela ressemblait à de la gentillesse. C'était écrit très exactement, comme la gentillesse est censée l'être. Je suis resté assise là, la gorge serrée, à le relire 2 fois. En essayant de trouver une version du message, qui ne serait pas ce que je pensais. Mais sans y parvenir. J'ai appelé Colin, le lendemain matin, pour lui demander ce qu'il en était du plan de table. Que Margot avait mentionné en passant. Je lui ai demandé s'il y avait eu une confusion. Si l'on m'avait déplacé à la table des enfants pour rire, et il a ri trop vite. En répondant qu'il ne l'avait pas vu. Il m'a dit qu'il me tiendrait au courant. Puis m'a demandé comment s'étaient passés les exercices d'avarie technique du navire. Un sujet qu'il n'avait jamais abordé avec moi, en 9 ans. Je l'ai laissé changer de sujet. Je le laissais toujours changer de sujet. La chose la plus étrange, que j'avais mise de côté sans y regarder de trop près. C'était Colin lui-même. Quelque part, au cours des dernières années, il avait pris l'habitude de quitter une pièce. À la seconde où quelqu'un y prononçait le mot « marine ». Pas de façon théâtrale, il se levait pour prendre une bière, aller vérifier le barbecue. Ou prenait un appel qui ne semblait jamais sonner. Je l'avais remarqué, et je l'avais catalogué, comme étant tout simplement du Colin. Mal à l'aise par procuration, pour mon compte, parce que sa femme avait des opinions sur l'armée. Qu'elle ne gardait pas pour elle. Une fois, en empruntant son camion pour aller chercher des câbles de démarrage. J'avais ouvert la boîte à gants, et trouvé une pièce de défi militaire en vrac. Parmi les reçus d'essence, un lourd morceau de laiton usé et lisse sur une face. Et je lui avais posé la question à ce sujet, lors du dîner ce soir-là. Il a répondu que ce n'était rien, juste une babiole donnée par un collègue, et Margot. Sans lever les yeux de son téléphone, a dit. Il refuse de s'en débarrasser. C'est la chose la plus laide dans ce camion. Et la conversation a dévié, avant que je ne puisse demander à la voir correctement. J'ai laissé couler ça aussi. J'étais alors devenu très doué, pour laisser couler les choses. Le diaporama a été la chose qui a fini par briser quelque chose en moi. Mais ce n'était pas le seul domaine, où l'argent et la mémoire sont entrés en collision cet été-là. 2 ans plus tôt, la famille avait rassemblé, un peu plus de 6 cents, $00. Pour payer un pavé commémoratif, au parc des vétérans du centre-ville. Gravé avec le nom de mon père et son grade, maître principal de la marine américaine. Une chose petite et permanente, sur laquelle toute la famille s'était mise d'accord. Lors de la dernière réunion. Margot s'était portée volontaire pour gérer le paiement, puisqu'elle coordonnait déjà la logistique. Le pavé n'a jamais été commandé. Quand ma mère a fini par poser des questions à ce sujet, 18 mois plus tard, Margot a dit que les fonds avaient été intégrés au budget général de la réunion. Pour couvrir les frais d'un photographe professionnel à la place, et qu'elle était sûre que mon père préférerait avoir de belles photos de ses petits-enfants. Plutôt qu'une dalle dans un parc que personne ne visite. Ma mère a laissé passer, comme elle laissait passer la plupart des choses concernant Margot. Et je n'en ai pas entendu parler, jusqu'à ce fameux coup de téléphone. Qui m'a finalement mis au courant pour les photographies. Margot avait pris en charge la logistique des réunions, l'année de la mort de mon père. Le chagrin lui a fait de la place, de la même façon qu'il fait de la place. À quiconque est prêt à tenir un porte-bloc. Et, cette année, elle produisait ce qu'elle appelait une « bobine de souvenirs familiaux ». À diffuser après le dîner. Ma mère a mentionné, presque en passant, lors de ce même appel téléphonique. 2 semaines avant la réunion, que Margot avait retiré 8 photographies du diaporama. 8 photographies de mon père en uniforme. Des cérémonies de remise de galons, un réengagement sur un pont d'envol. La photo de son départ à la retraite, où il serre la main d'un amiral, la mâchoire crispée. Pour s'empêcher de pleurer. La raison invoquée par Margot, relayée de seconde main par ma mère. Avec la voix prudente qu'elle utilise quand elle essaie de ne pas déclencher de drame. Était que les affaires militaires ne correspondaient pas au ton chaleureux. Et centrées sur la famille, qu'elle recherchait. Mes mains tremblaient, au moment où j'ai raccroché le téléphone. Pas exactement de colère, mais plutôt de ce froid spécifique.
qui survient lorsqu'on regarde quelqu'un effacer un mort de sa propre mémoire. J'ai appelé Margot directement. Elle m'a répondu que le diaporama était déjà finalisé. Que le modifier maintenant signifierait devoir tout refaire, et qu'elle était certaine que mon père comprendrait. Comme si elle avait la moindre légitimité pour dire ce que mon père comprendrait ou ne comprendrait pas. La semaine précédant la réunion, j'ai fait le trajet 2 jours en avance pour aider ma mère à vider le garage, qui était devenu, en l'absence de mon père, un musée que personne ne visitait. Derrière une pile de pots de peinture, j'ai trouvé une boîte que je ne reconnaissais pas. Et à l'intérieur, toujours dans son cadre, une photographie du pont d'un navire. De jeunes marins en combinaison, décolorés par le soleil et souriants. Les bras passés par-dessus les épaules les uns des autres. Il m'a fallu 10 bonnes secondes, pour y trouver le visage de Colin. Plus jeune, la mâchoire plus dure, portant une salopette en jean et des bottes à bout d'acier. Et une expression que je n'avais sincèrement jamais vue chez lui, en 9 ans de fête de famille. Sous la photo, en dessous de la pile de paperasse, que ma mère gardait apparemment pour lui. Sans demander pourquoi, se trouvait une enveloppe manille, avec son nom écrit dessus. Dans l'écriture en majuscule d'un greffier, que j'aurais reconnu n'importe où. Parce que, pendant 6 ans de ma carrière, j'en avais lu une centaine de ce genre. J'ai demandé à ma mère, debout, au milieu de l'odeur d'huile de moteur et de vieux cartons, si elle savait de quoi il s'agissait. Elle m'a dit que Colin, il y a des années de cela, lui avait demandé de conserver de vieilles affaires pour lui. Et qu'elle n'avait jamais demandé de quoi il s'agissait, car il avait l'air de ne pas le souhaiter. Sous la photographie, se trouvait une chemise de travail pliée, encore marquée par des faux plis, qu'aucun fer à repasser n'avait touché depuis des années. Ainsi qu'une unique plaque d'identité militaire, sur une chaîne à boules, ternie et sans éclat. Ma mère a attrapé la chemise, et l'a pressée à plat contre sa poitrine pendant une seconde, avant de la reposer exactement là où elle était. Comme si elle remettait quelque chose sur l'étagère d'un musée, qu'elle n'avait pas le droit de toucher. Je suis resté planté dans ce garage, avec la photographie entre mes mains, et j'ai compris, d'un seul coup et beaucoup trop tard, que le malaise de mon frère, chaque fois que quelqu'un prononçait le mot « Marine », n'avait jamais été à mon sujet. Je ne l'ai pas confronté ce soir-là. Je me suis dit que j'attendrais la réunion de famille, qu'il y aurait un bon moment. Et que certaines choses ne devaient pas être arrachées de force à une personne. Dans le garage de sa mère, 2 jours avant une fête. Ce que je ne m'avouais pas complètement, en me tenant là, c'est qu'une partie de moi le savait depuis très longtemps. Le savait depuis la nuit où j'avais trouvé cette pièce de défi dans sa boîte à gants, en le laissant changer de sujet. Et que je n'avais tout simplement jamais laissé ce savoir se transformer en décision. Parce que la vérité, c'est que j'avais rencontré mon frère, avant même de vraiment le connaître en tant que mon frère. 6 ans avant son mariage avec Margot. Lorsqu'il était un quartier-maître de 3e classe de 19 ans. Et que j'étais un officier de division de 26 ans, à 3 mois de ma première affectation en mer. À bord de l'USS Alderman, numéro de coque DDG 119. Mis en service le printemps de ma sortie de l'académie. Je n'avais pas fait le rapprochement moi-même, du moins, pas pendant les premières semaines. Voss est un nom assez commun, j'avais une 40aine de marins sous mes ordres. Et aucune raison de supposer que l'un d'entre eux avait partagé une enfance avec moi. À 2 états de là. C'est Colin qui l'a compris le premier, me coinçant à la sortie de la salle des machines. Avec une expression qui laissait penser qu'il avait vu un fantôme. Et pendant environ une semaine, nous avons convenu, mutuellement et sans grande discussion, de garder le silence. Je n'étais pas dans sa chaîne de commandement direct, pas exactement. Il travaillait pour le département de l'ingénierie. Je dirigeais une division différente, mais cela aurait tout de même soulevé des questions auxquelles je n'avais pas particulièrement envie de répondre, à 26 ans. Des questions sur un éventuel favoritisme, que je n'avais rien fait pour provoquer ni mériter. Après 4 mois de déploiement, lors d'un ravitaillement en mer sur des eaux agitées, au large des côtes d'un pays que je n'ai toujours pas le droit de nommer dans une conversation ordinaire, Colin a commis une erreur grave. Une vanne,
dont il était censé surveiller le fonctionnement, a été laissé dans la mauvaise position pendant un transfert de carburant. Et pendant environ 90 secondes, il y a eu un risque réel et documenté d'incendie. Dans un espace qui ne pardonne pas les incendies. Personne n'a été blessé. L'enquête qui a suivi a duré 11 jours, et elle ne se souciait pas du fait que personne n'ait été blessé. Le maître principal Rubén Alvarez, 22 ans de présence dans la flotte à l'époque, et qui n'était pas du genre à ménager les sentiments de qui que ce soit, a mené l'enquête initiale. Et il est revenu avec la recommandation que Colin soit envoyé en conseil de discipline. Pour manquement à son devoir. Une tâche permanente sur le dossier d'un jeune homme de 19 ans. Qui l'aurait suivi pendant tout le reste de sa carrière, à supposer qu'il lui en reste une. Le commandement a ouvert une enquête officielle sur l'incident. Le genre d'enquête qui génère un dossier suffisamment épais pour nécessiter sa propre pince à dessin. Des déclarations de chaque marin de quart cette nuit-là. Une chronologie reconstituée minute par minute à partir du journal de bord technique. Des photographies de la vanne en question. Ainsi qu'une évaluation des dégâts estimant que l'on était passé à une vanne fermée près d'un incendie de classe C, dans un local de machines sans issue de secours facile. Le commandant Béatrix Solano, juge avocat du navire. Avec 4 ans d'expérience dans sa deuxième affectation en mer. A examiné les journaux de formation, et y a trouvé très exactement ce que je soupçonnais déjà qu'elle y trouverait. Colin avait été déclaré qualifié pour ce poste de quart, 11 jours plus tôt. Par un maître de première classe qui, depuis lors, avait quitté le navire pour un congé d'urgence. Et n'était pas disponible pour expliquer pourquoi cette qualification avait été précipitée. 2 semaines avant le délai normal. Sa note de service utilisait une phrase, que je n'ai jamais oubliée. Car c'était la première fois que je comprenais que la paperasse de la marine pouvait réellement protéger quelqu'un. Au lieu de se contenter de documenter son échec. Lacune de formation antérieure à la performance individuelle. 11 mots qui signifiaient que quelqu'un d'autre avait condamné Colin à l'échec. Avant même qu'il ne touche à cette vanne. Je suis allé voir le capitaine Foster Linkist, notre officier commandant. Mais pas en tant que sœur de Colin. Je n'ai pas utilisé ce mot une seule fois lors de cette réunion. Et je me suis assuré que ma demande passe par la même voie hiérarchique que pour n'importe quel marin de ma division. Mais, en tant qu'officier de division, qui avait examiné le dossier de formation et l'avait jugé déficient, j'ai expliqué par écrit, de manière exacte, comment une chaîne de qualification précipitée avait placé un marin sous-formé à un poste de quart qu'il n'était pas prêt à assumer seul. Je ne demandais pas que Colin soit excusé. Je demandais que la responsabilité de l'incident soit attribuée là où les preuves pointaient réellement. C'est-à-dire à un échec de la formation. 11 jours en amont du moment que tout le monde voulait punir. Le capitaine Linkist l'a lu 2 fois, il m'a posé 2 questions. Dont je me souviens encore mot pour mot, et il a réduit la recommandation de conseil de discipline à une formation supplémentaire, et une inscription d'avertissement de type page 13. C'était grave, inscrit de façon permanente dans son dossier, mais surmontable. C'était toute la différence entre une carrière qui s'arrête à 19 ans. Et une autre qui peut continuer son chemin. Colin a terminé ce déploiement. Il a terminé son engagement militaire, 2 ans plus tard, avec une décharge honorable. Et un rapport d'évaluation qui n'a jamais mentionné les 90 secondes, qui auraient pu tout détruire. Depuis, j'ai souvent pensé à la facilité avec laquelle les choses auraient pu tourner autrement. À la façon dont, si la première recommandation du maître principal Alvarez avait été maintenue. Si le commandant Solano n'avait pas fouillé dans les dossiers de formation. Et si j'avais décidé que toute cette affaire me touchait de trop près, pour que je m'y implique. Mon frère aurait porté une tâche indélébile, au lieu d'une décharge sans bavure. Et il n'y aurait eu, absolument aucun service honorable à cacher à Margot. Seulement une erreur, portant son nom. Je n'ai jamais été tout à fait sûr, si ce que j'avais fait cette semaine-là n'était que l'accomplissement correct de mon travail. Ou si une partie de moi s'y était investie plus intensément. Que je ne l'aurais fait pour un inconnu. Je n'ai toujours pas de réponse claire à ce sujet.
Je sais seulement que je le referai. Il ne l'a jamais oublié. Je le sais maintenant. D'une manière que je ne m'étais pas totalement autorisé à admettre pendant des années. Car le savoir, cela signifiait admettre qu'une grande part de son silence depuis lors visait à protéger une chose qu'il pensait que je lui avais offerte gratuitement. Alors qu'en réalité, j'avais tout simplement fait mon travail, comme il était censé être fait. Pour un marin qui se trouvait être, également, mon frère. Ce que je ne savais pas. Ce que je n'ai compris qu'en me tenant dans ce garage avec la photographie entre les mains. C'est que Colin n'avait jamais rien dit de tout cela à Margot. Ni le navire, ni l'incident, ni le conseil de discipline évité de justesse. Ni même le fait qu'il ait servi sous les drapeaux au-delà, apparemment. D'une vague allusion initiale, sur laquelle il était revenu si complètement. Qu'au moment où je suis entré dans la famille, en tant que sa belle-sœur, Margot avait assimilé la version selon laquelle son mari n'avait jamais porté d'uniforme de toute sa vie. J'ai finalement compris pourquoi il tressaillait chaque fois que le mot « marine » était prononcé dans sa propre cuisine. Il ne se protégeait pas d'une femme qui méprisait l'armée. Il protégeait toute une partie cachée de sa vie, d'une femme qui la méprisait, et il me protégeait. À sa propre manière un peu tordue. D'être un jour la raison pour laquelle cette cachette serait découverte. Je n'ai pas eu l'occasion de terminer cette réflexion dans le garage, car ma mère a appelé mon nom. Depuis la porte de la cuisine, me demandant si je pouvais aider à porter les tables pliantes. Et la réunion de famille est arrivée, comme les réunions de famille arrivent toujours. D'un seul coup, sans aucun avertissement, que la version de la journée que vous aviez prévue n'est pas celle que vous allez vivre. L'après-midi suivant, j'ai fait le trajet depuis l'hôtel, en uniforme de cérémonie bleue. Parce que j'avais assisté à une passation de commandement le matin même. Et que je n'avais pas eu le temps de me changer. Et aussi, parce qu'une part de moi, fatiguée et honnête, avait décidé. Quelque part entre le garage et l'autoroute, que j'en avais fini de me réduire au silence. Pour correspondre à une histoire qui n'avait jamais été vraie. J'ai contourné la maison, en me dirigeant vers le bruit de la fête. Ne portant rien d'autre que l'assiette qu'on m'avait tendue à la porte. Et j'ai entendu la voix de ma belle-sœur, modulée pour un public, au milieu d'une phrase. Plaçant la réplique qu'elle avait dû prononcer des dizaines de fois en 6 ans. Sans que je sois dans la pièce pour l'entendre. Elle s'est engagée uniquement parce qu'elle n'était acceptée nulle part de convenable. La pauvre. Mais tout s'est bien terminé au final. Pendant une bonne seconde, un choix s'est offert à moi. Et j'en étais consciente alors que je me tenais là, une assiette à la main. Dans un uniforme toujours froissé par un hangar situé à 11 heures de route. Je pouvais laisser couler, de la façon dont j'avais laissé couler pendant 6 ans, en rire. Changer de sujet. Et protéger l'architecture fragile que Colin avait construite autour de son propre silence. Car révéler ma vérité signifiait révéler la sienne, et je ne savais pas encore. À qui de nous deux cela coûterait le plus cher? Ou bien, je pouvais dire quelque chose, là, tout de suite, devant 60 personnes. Et une table pliante de farcis, et laisser arriver ce qui devait arriver par la suite. 2 mensonges distincts, le mien et le sien, s'étaient côtoyés pendant 6 ans. Sans jamais se toucher une seule fois, et j'ai compris, en me tenant au bord de ce jardin, qu'ils étaient sur le point d'entrer en collision, que j'ouvre la bouche ou non. Je n'ai jamais eu à choisir. Colin a choisi le premier. Sa chaise a basculé en arrière, avant même que je n'ai fini de faire un pas dans le jardin. Et sa main s'est portée à son front, dans un salut si net. Si instantanément et instinctivement correct, que j'ai compris dans cette demi-seconde. Qu'il ne venait pas du tout de son esprit conscient. Il venait de quelque part, en deçà de son esprit. D'une mémoire musculaire que 9 années de dissimulation n'avaient jamais réussi à effacer. 60 conversations se sont arrêtées. La main de ma mère s'est portée à sa bouche. Margot est restée figée, sa limonade à mi-chemin d'un toast qui ne fut jamais porté. Dévisageant son mari, comme si elle ne l'avait jamais rencontré. Colin, a-t-elle dit, et sa voix était devenue frêle et étrange, qu'est-ce que tu fais? Il ne lui a pas répondu tout de suite. Il me regardait, et, l'espace d'une seconde, je l'ai vu prendre une décision.
De la même manière que j'étais sur le point d'en prendre une, 30 secondes plus tôt. Devait-il en rire, rejeter la faute sur une blague, se rasseoir, et laisser mourir cet instant? De la façon dont nous avions laissé mourir, une centaine d'autres instants avant lui? Puis il a glissé la main dans sa poche, et il en a sorti une pièce de défi. Pas la pièce de la boîte à gants, une sœur jumelle de celle-ci, en laiton. Usée et lisse sur une face, à force d'avoir été retournée par un pouce au fil des ans. Et il la brandit bien haut, pour que tout le jardin puisse la voir. De la manière dont on présenterait une preuve dans un tribunal. L'USS Alderman, a-t-il dit, assez fort pour que même les enfants, près du quai, se retournent. DDG 119, mis en service en mars de l'année de mes 19 ans. Il a regardé Margot, et sa voix s'est brisée, puis s'est stabilisée, dans le même souffle. J'ai servi pendant 4 ans. En tant que quartier-maître. J'ai failli être envoyé en conseil de discipline. Pour une erreur qui n'était pas totalement la mienne, et l'officier qui a empêché que cela n'arrive. C'était mon officier de division. Il m'a fait un signe de tête, et quelque chose sur son visage. Que je n'avais pas vu depuis cette photographie dans le garage, a refait surface. C'était elle. Ça a été elle, tout ce temps. Le jardin n'a pas émis un son. Quelque part derrière moi, une moustiquaire a grincé, puis s'est arrêtée, comme si. Même la maison écoutait. Tu m'avais dit que tu n'avais jamais servi, a dit Margot, et j'ai vu, d'un seul coup. 6 années de certitude quitter sa voix. Tu m'as dit, ta famille m'a dit, qu'elle n'avait tout simplement été acceptée nulle part. Que la marine était une sorte de roue de secours. Je t'ai dit ça, parce que tu m'avais déjà dit. Ce que tu pensais des gens qui portent cet uniforme, a répondu Colin, calmement maintenant. Mais sans reculer pour autant. Je t'ai entendu dire cela sur ma propre sœur, pendant 6 ans, et je t'ai laissé faire. Parce que j'avais plus peur de ce que tu penserais de moi, que de ce que ça lui faisait à elle. Ma mère pleurait à ce moment-là, avec ce pleur silencieux, très spécifique. Qu'elle adopte quand elle essaie de ne pas faire d'esclandre à sa propre fête. Une main pressée à plat contre sa poitrine. Comme si elle pouvait retenir quelque chose dans cette direction. Et j'ai compris, en la regardant, qu'elle avait passé 4 réunions à pleurer mon père. Un peu plus discrètement qu'elle n'en aurait eu besoin, parce le diaporama de Margot. Et l'histoire de Margot à mon sujet, avait rendu toute la famille, un peu plus étriquée. Qu'elle n'aurait jamais dû l'être. J'ai posé l'assiette sur la table la plus proche. Pour ce que ça vaut, ai-je dit, et ma voix s'est fait entendre. Plus assuré que je ne l'espérais. Je ne suis pas entré à l'école navale parce que c'était un plan de secours. J'ai refusé 2 autres offres. Pour y aller. C'est plus difficile d'y entrer. Que la plupart des écoles pour lesquelles les gens pensent que je m'étais résigné. J'ai regardé Margot, non pas avec la satisfaction que je m'attendais peut-être à ressentir. Mais avec quelque chose, qui s'apparentait davantage à de la fatigue. J'ai laissé courir cette histoire, pendant très longtemps, parce que la corriger me semblait toujours être une perte d'énergie inutile. J'avais tort à ce sujet. Cela a coûté à mon frère 6 années à cacher qui il était, dans sa propre maison, et ça a failli coûter à mon père sa place dans la mémoire de sa propre famille. Margot n'a rien trouvé à répondre à cela. Elle se tenait là, la limonade toujours à la main. Regardant son mari comme si elle essayait de le reconstituer, à partir de pièces dont elle ignorait l'existence 1 heure auparavant. Et, pour la première fois en 9 ans, personne dans ce jardin n'attendait de savoir ce qu'elle en pensait. Le diaporama a tout de même été diffusé, après le dîner. Ma mère a insisté, calmement, mais avec une fermeté que personne n'a contestée. Et Colin a passé 20 minutes, avant le début de la projection, à faire défiler de vieux dossiers de photos de famille sur l'ordinateur portable de Margot. Pendant qu'elle observait la scène depuis l'autre bout de la pièce, sans rien dire. Restaurant les photographies de mon père, une par une. Jusqu'à ce que les 8 retrouvent la place qui leur revenait. Quand la bobine a finalement été lancée, Walter Voss est apparu sur l'écran du projecteur. Dans son uniforme d'apparat blanc, serrant la main d'un amiral.
lors d'une cérémonie de départ à la retraite, qu'aucun des cousins de Margot n'avait jamais vu. Et Colin se tenait à l'arrière de la foule, la main posée à plat contre sa propre poitrine. Pas tout à fait un salut, juste un homme, qui s'autorisait enfin à regarder. Margot est partie tôt. Personne ne l'a retenue. Colin est resté, jusqu'à ce que la dernière table pliante soit démontée. Aidant ma mère à empiler les chaises dans un silence qui, pour la première fois depuis des années, lui appartenait véritablement, et n'appartenait plus à un secret qu'il cachait. 4 mois plus tard, Colin m'a envoyé une vitrine d'exposition que j'ai accrochée au-dessus de l'interrupteur, son ancienne casquette, son insigne de grade. Une photographie de l'équipage de pont de l'Alderman, et, fixée en plein centre, la pièce de défi. Juste en dessous, une semaine plus tard, une enveloppe est arrivée à ma nouvelle affectation. Avec l'écriture de Margot sur le devant. À l'intérieur, il y avait une simple carte, de 3 phrases en tout. Me remerciant pour mon service militaire, dans le langage rigide et prudent d'une personne qui n'avait pas encore tout à fait trouvé comment le penser sincèrement, mais qui, pour la première fois en 6 ans, avait au moins essayé de l'exprimer à voix haute.